Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler football, pour faire le débrief de cette deuxième journée de compétition du côté de la Coupe du Monde de foot féminin 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande. On va revenir sur les 3 matchs de la journée. Ça commence avec le match du Nigeria face au Canada. Alors, je vous le précise dès maintenant, j'ai regardé un résumé de ce match. Qui avait lieu, je rappelle, je regarde les matchs à partir de 7h, mais avant 7h, il y a le Tour de France et moi j'ai besoin un petit peu de sommeil quand même. Espagne-Costa Rica et puis il y avait également Suisse-Philippines, c'était le match de 7h. On va revenir sur ces 3 rencontres et on va revenir même plus en détail sur les 2 dernières. La première, on reviendra de manière un peu plus succincte. Et puis on regardera le programme de demain, on le dira avec 4 matchs. Il faudra que je vous dise 2-3 petites choses pour demain parce que je ne sais pas si je pourrais faire la vidéo sur la Coupe du Monde dans les temps. Ça va peut-être un petit peu compliqué. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous voyez comme favori peut-être pour les prochains matchs, mais est-ce que vous avez aimé ce qui s'est passé dans les différentes rencontres? Si vous avez regardé un peu plus en détail le match entre le Nigeria et le Canada, que vous étiez réveillé à 4h du matin, n'hésitez pas à me l'indiquer également. Puis quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pourrez ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme, football et fin. Et puis, vous pouvez également faire un super thanks si vous en avez les moyens et que vous voulez soutenir la chaîne. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast Amazon, Deezer, Spotify, Google. Et puis TikTok également, le débrief des matchs pendant la rencontre. Ou à la mi-temps, juste après la mi-temps, ça arrive. Normalement à la mi-temps, ça arrive quasiment juste avant le début de la deuxième mi-temps. Puis vous avez le débrief à la fin de la rencontre. Surtout pour les rencontres de 9h, pour les rencontres de 7h, pour le moment c'est un petit peu compliqué pour la mi-temps, mais on le fera à partir de lundi, peut-être pas dimanche, mais à partir de lundi. On commence tout de suite avec le premier match du jour. Donc c'était le match qui avait lieu tôt ce matin. C'était le match entre le Nigeria et le Canada qui s'est fini sur un 0-0. Moyennement surprenant, vous allez voir pourquoi, pour moi, ce résultat, ce match nul. On est dans le groupe B, c'est un groupe quand même qui est assez dense. Je pense que l'Australie est au-dessus, mais après, entre Canada, Nigeria et Irlande, c'est assez dense entre ces 3 nations, ça va peut-être pas se jouer à grand-chose. Le Canada qui a eu la possession pendant cette rencontre, 68% de possession de balle, qui a eu également beaucoup de tirs, 16-11, ça ce sont les statistiques que vous voyez à l'écran, mais qui n'a pas su en faire grand-chose. Offensivement, c'était quand même un peu pauvre, des extraits encore une fois que j'ai vus, c'est-à-dire qu'au niveau finition, 16 tirs, 3 cadrés, alors c'est pas la Coupe du Monde au niveau de la finition, pour le moment, c'est-à-dire dans la plupart des matchs, il y a beaucoup de tirs, mais peu de tirs cadrés sur les différentes rencontres. Ça a été compliqué, mais après le Nigeria, il ne fallait pas sous-estimer cette équipe. 8e de finaliste il y a 4 ans en France. Alors, je rappelle que le format était différent parce qu'il n'y avait que 24 équipes, donc on prenait à l'époque les meilleurs 3e. Mais qui nous avait posé pas mal de problèmes lors du dernier match de phase de poule. Je me souviens, on n'avait pas vraiment trouvé facilement la solution parce que c'est une équipe qui est accrocheuse, c'est une équipe qui sait défendre, c'est une équipe qui joue physique, j'ai envie de dire un petit peu comme le Nigeria chez les garçons. Et donc c'est une équipe qui est très accrocheuse, qui n'est pas facile à déplacer, à trouver des espaces. Et le Canada, c'est un peu comme la Norvège, on est sur des équipes qui ont connu une époque faste, mais qui ont un peu du mal depuis quelques temps et qui ont des équipes vieillissantes. C'est que je regardais l'équipe du Canada, Sinclair, on la voit depuis très longtemps, Buchanan aussi, Huitema, ça fait aussi des années, Léon, Giles, également en défense, Grosso aussi, Grosso ça me disait quelque chose aussi, ça est des filles qu'on voit depuis, Buchanan, Sinclair, elles étaient déjà là à Rio en 2016, donc c'est des filles qui sont là depuis très 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 longtemps et on n'a pas beaucoup de renouvellement dans cet effectif du côté du Canada et au bout d'un moment, ça commence un petit peu à se voir.
le Canada, ça fait depuis quelque temps qu'il n'y a pas eu forcément en Coupe du Monde, en compétition, je dirais vraiment internationale, des grands résultats. Face à une équipe du Nigeria et un football africain en général qui progresse au niveau football féminin, ça fait ce match nul parce que les Canadiennes, elles ont eu des occasions, mais elles n'ont pas trouvé la solution face à une équipe du Nigeria qui sait se défendre en recroquevillant. Alors dommage pour le Nigeria, le carton rouge pour Abiodun, qui a été donné avec l'aide de la VAR, ce carton rouge, parce que des fois c'était carton jaune, et puis à la VAR on l'a rappelé, et on a considéré que c'était carton rouge. À partir du moment où on met carton jaune à la place de carton rouge, est-ce qu'on peut considérer que c'est véritablement une erreur manifeste de l'arbitre ? Parce que je rappelle qu'au départ, à la VAR, c'était ça, erreur manifeste de l'arbitre. Entre un jaune et un rouge, c'est une différence d'interprétation. Pour moi, c'est pas une erreur manifeste de l'arbitre. Mais bon, ça c'est mon avis sur la VAR. De toute façon, on disait quand la VAR est arrivée que ça allait enlever les problèmes. Je crois que ça a réussi à en rajouter des problèmes, la VAR. En même temps, si on faisait comme au foot américain, on aurait peut-être moins de soucis. Donc du côté de ce Nigeria-Canada, donc 0-0 dans cette rencontre, mais il y a eu quand même des tirs. J'avais l'impression qu'il y avait plutôt un bon rythme quand même dans ce match, mais avec un Canada qui dominait, mais qui n'a jamais réussi à trouver la solution. Par contre, du côté du Nigeria, il faudra faire attention au niveau des fautes, parce que 16 fautes dans une rencontre au niveau international, c'est un peu beaucoup. On passe au deuxième match de la journée, match qui avait lieu du côté des Philippines, entre la Philippine et la Suisse. Match où il n'y a pas eu photo, j'ai envie de dire, entre ces deux nations. Équipe des Philippines qui a tenté offensivement, je pense à Bolden, à Guyou, qui ont tenté de trouver des espaces dans cette défense suisse qui n'était pas toujours bien en place. Mais bon, il y avait un niveau d'écart entre ces deux équipes. Les Philippines, c'est un football qui est en train de se développer au niveau féminin, c'est-à-dire qu'on est sur l'étape où on prend des binationales qui apportent leur expérience. On a pris un grand coach qui était coach de l'Australie en 2019. Mais bon, ça reste les débuts du football dans les Philippines. Donc ça reste encore léger, tout simplement, pour cette équipe qui devrait souffrir. Le football, de toute façon, dans l'Asie du Sud-Est, même chez les garçons, ça reste quelque chose d'assez balbutiant. La Chine, je crois, n'a fait qu'une Coupe du Monde chez les garçons. Alors là, elles sont chez les filles depuis quelques temps, mais sans avoir non plus d'énormes résultats. C'est des pays qui n'ont pas encore une grande passion du football. On va dire ça comme ça. Et du côté des Philippines, une équipe qui a tenté de jouer assez défensif. Mais bon, au bout d'un moment, la Suisse, ils ont trouvé l'ouverture. Et encore, ils auraient pu en marquer 3-4. L'attaquante suisse n'a pas forcément trouvé la solution. Alors, ce que j'ai aimé du côté de l'équipe des Philippines, ce que j'ai aimé du côté de l'équipe des Philippines, c'est que elles ont quand même tenté. C'est-à-dire que le match était déséquilibré, mais elles ont tenté de gêner les Suissesses. Elles ont tenté de faire un match offensivement, de trouver des solutions en contre. Bon, le problème, c'est qu'au niveau talent, il y avait un monde d'écart. Ça manque, je pense, de talent individuel. La meilleure joueuse, quasiment, c'était la gardienne sur cette rencontre, avec également Bolden. Pas assez de ballons, c'est-à-dire que pendant tout le match, elles ont couru après la balle. Elles ont eu 26% de possession de balle. C'était un match à la marocaine sur la dernière Coupe du Monde, mais elles ont vraiment subi sans avoir vraiment de solution, très clairement pour récupérer le ballon, et puis sans avoir suffisamment de talent individuel devant, ce qu'avait le Maroc pour trouver des solutions avec très peu d'occasions. Elles ont tenté de faire une bonne rencontre. On peut noter aussi que malgré le fait qu'elles aient subi, elles n'aient fait que 6 fautes, ce qui n'est pas énorme, alors que encore une fois, elles ont touché très peu de ballons. Du côté de la Suisse, il y avait la possession du ballon, certes,
mais je trouve que c'est une équipe qui joue avec le frein à main. On a l'impression que c'est une équipe qui a vraiment une peur panique de prendre un but. Parce que les filles des Philippines ont failli en marquer un. Heureusement, il y avait hors-jeu. Parce que la Suisse jouait avec un bloc extrêmement haut, mais qui ne se replaçait pas extrêmement bien. Les Philippines n'ont pas eu beaucoup de ballons offensifs. Alors, quelquefois, c'est quand même failli être très dangereux. Donc, il faut faire attention de ce côté-là, du côté de la Suisse. Mais on a vraiment l'impression d'une équipe qui a peur d'attaquer. J'avais vraiment cette impression-là. C'est-à-dire qu'elle jouait énormément. Il y a eu beaucoup de passes, 743 passes pour 87% de précision de passe. Donc on voit qu'elles ont fait beaucoup de passes faciles pour atteindre ces niveaux-là de précision de passe. Alors certes, elles ont pas été énormément inquiétées défensivement par les joueuses des Philippines, qui manquaient aussi d'impact physique. Il n'y avait pas des très grands gabarits du côté des Philippines face à des 6-16 qui étaient sur des gabarits un peu plus importants. Mais elles avaient affreusement peur de jouer offensif, de prendre des risques. Et ça ne va pas le faire face à des équipes plus importantes du côté de la Suisse. C'est-à-dire qu'il va falloir, face à la Nouvelle-Zélande et face à la Norvège, ça ne marchera pas. Du côté face à la Nouvelle-Zélande, ça ne marchera pas. Peut-être que sur la Norvège, on peut accrocher le match nul. Mais elles ont une peur, j'ai l'impression presque panique de jouer offensif. Ce qui est triste parce qu'elles ont des joueuses pour le faire. Barman, notamment, devant. Il y a également Rutteler, Vailty au milieu de terrain qui savent faire. Donc je trouve ça un petit peu dommageable que cette équipe de Suisse joue autant défensif, autant en ne voulant pas prendre de risques, alors qu'il y avait de quoi faire du côté de cette équipe de Suisse. Donc c'est un peu frustrant. Et puis ça se passait la balle, mais ça faisait un petit peu comme l'Espagne. C'est-à-dire qu'à certains moments, on avait du mal à apporter de la vitesse. J'avais l'impression que c'était l'Espagne. Mais l'Espagne, quand ça joue en handball, l'Espagne, quand c'est pas agréable, tu sais, comme face au Maroc, c'est-à-dire que ça se fait des passes, mais bon, ça essaye pas de jouer offensif. Donc ça, c'était dommageable. Le penalty leur a fait beaucoup de bien. Et ensuite, c'est vrai qu'en début de deuxième mi-temps, elles ont beaucoup plus mis en place leur jeu. Et seulement dans les 10 dernières minutes, on a senti un petit relâchement, ce qui était normal quand vous avez une différence de niveau comme ça. Mais je dirais que voilà, le penalty leur a fait beaucoup de bien en termes de confiance. Peut-être qu'elles étaient un peu trop tendues. Elles savent qu'il y a aussi une possibilité de qualification. C'est vrai que c'est un groupe là aussi où pour la qualification, la Norvège étant pas fantastique, c'est un peu ouvert pour la Suisse. Donc voilà, elles ont fait une rencontre où il faudra faire mieux, je pense, pour le prochain match. Du côté de mes joueuses de cette rencontre, alors pour les Philippines, moi j'ai mis Sarina Bolden qui était à l'attaque, qui je trouve a vraiment, c'est la joueuse qui a été la plus intéressante. C'est elle qui a failli marquer le but, mais c'est elle qui proposait les appels les plus intéressants, qui faisait vraiment des choses très bien du côté de Bolden. Et puis en flop, du côté des Philippines, j'ai mis Quinley Quezada, qui était au milieu de terrain, qui a perdu beaucoup de ballons. Alors certes, elle n'avait pas beaucoup de temps, mais techniquement, c'était un peu faiblard, et elle perdait énormément de fois la balle pendant cette rencontre. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a eu aussi peu de possession. C'est parce qu'au milieu de terrain, c'était compliqué. On a bien senti que le milieu de terrain suisse avait été un peu meilleur. Du côté de la Suisse, Ramona Barman, c'est elle qui fait le gros du job offensivement. C'est elle qui a apporté les ballons les plus dangereux, avec Maritz aussi, mais c'est elle qui a fait du très très bon travail pendant toute la rencontre. C'est une joueuse qui n'a pas hésité à se projeter à l'avant, qui a été décisive parce que il fallait marquer le penalty. Mais elle a fait vraiment du très très bon travail dans cette rencontre. Et je dirais, moi, la fille qui m'a un peu moins intéressé du côté de la Suisse, c'est Anna Maria Kro. Là, je vais écorcher certainement. Kronogorcevic, qui a quand même raté beaucoup d'immanquables. Notamment, il y a une balle où elle est à 2 mètres des cages. Alors certes, elle est légèrement déséquilibrée, mais elle est à 2 mètres des cages. Ça, normalement, ça ne doit pas se rater. Donc voilà, elle a raté beaucoup de balles offensivement, alors que c'était un petit peu le match où c'était son rôle d'enquiller les buts, surtout vu la différence de niveau.
Donc c'est un petit peu dommageable. Voilà, il faudra faire mieux au niveau de la finition pour cette attaquante. Mais bon, c'est un petit peu le cas de pas mal de filles sur ce début de Coupe du Monde qui ont du mal à mettre la balle au fond du but. On passe à la dernière rencontre de la journée. C'était entre l'Espagne et le Costa Rica. 3-0 pour l'Espagne. Là, il n'y a pas eu match non plus. 40. Alors, l'Espagne, là, par contre, en termes de tirs cadrés en première mi-temps, festival. C'est le premier match où je dis ça. Mais 46 tirs pour 12 tirs cadrés. Le Costa Rica, un seul tir. C'est vrai que ça m'a 81% de possession à 19, ça m'a remémoré le fameux match de Coupe du Monde en décembre, la dernière chez les garçons. Il y avait eu un Espagne-Costa Rica 7-0 pour l'Espagne où le Costa Rica avait complètement pris l'eau. Heureusement qu'en deuxième mi-temps les Espagnols ont baissé vraiment d'intensité dans le match. J'avais l'impression qu'on gérait un petit peu le physique pour le reste de la compétition. Parce qu'elles ont fait une démonstration, vraiment, les Espagnols. Regardez la première mi-temps de l'Espagne, au niveau des combinaisons, au niveau du jeu offensif, de la créativité, c'est excellent. Là, je me suis dit, c'est la première fois depuis le début de la Coupe du Monde, donc il a fallu attendre le 4e match pour que je me dise, pas 4e même, 5e match, 4e match que j'ai vu en intégralité, pour que je me dise, là, on a une équipe très solide pour le reste de la Coupe du Monde. L'Espagne, il va falloir faire attention, malgré le fait que certaines de leurs grosses joueuses ne soient pas là, parce que je rappelle qu'il y a un conflit avec la fédération. La fédération espagnole a choisi une autre stratégie que la fédération française. La fédération française a décidé de virer la sélectionneur Corinne Diacre et de changer de sélectionneur. Du côté de l'Espagne, on a fait confiance à son sélectionneur et on a décidé de virer les joueuses qui n'étaient pas contentes. Voilà, tout simplement, c'est deux méthodes de style. Moi, je préfère la méthode de style espagnole parce que ça montre que les joueuses ne sont que de passage et que ce n'est pas elles qui font les règlements du côté c'est pas elles qui imposent leur choix du côté de la sélection. C'est la fédération qui le fait. Donc du côté de l'Espagne, on n'a pas les meilleures joueuses et pourtant on n'a pas les meilleures joueuses, mais on a quand même un bon vivier et puis il y a quand même des top joueuses dans cette équipe. Ça a très très bien joué. Vraiment, la première mi-temps de l'Espagne, c'est une... je l'ai dit dans ma vidéo TikTok, et on avait l'impression qu'on jouait sur demi-terrain. C'est-à-dire qu'à part une fois où les joueuses du Costa Rica ont tenté un truc en contre, sinon on était tout le temps dans le camp du Costa Rica qui avait des vagues d'adversaires qui lui tombaient sur la gueule et ça n'en finissait pas et ça ne s'arrêtait jamais. On aurait dit un beat'em up avec vraiment des vagues d'adversaires, voilà, des attaques multiples, ça ne s'arrêtait jamais. Au bout d'un moment, ça a craqué, mais je dirais qu'elles ont quand même tenu jusqu'à la 20e minute. Et ensuite, en 6 minutes, l'Espagne a marqué 3 buts. Mais elles ont tenu 20 minutes, ce qui était déjà pas loin d'être un miracle. Et c'est Valeria Del Campo qui marque contre son camp. Mais elles défendaient pas si mal que ça, les joueuses du Costa Rica. Mais ensuite, elles n'arrivaient jamais à accélérer le rythme. C'était une horreur du côté du jeu offensif. Donc c'est un peu un non-match, je dirais, de la part du Costa Rica face à une équipe d'Espagne qui, elle, a fait une petite démonstration aujourd'hui dans cette rencontre. Les joueuses du match, parce que j'ai pas grand-chose d'autre à dire, le Costa Rica a souffert, l'Espagne a vraiment très très bien joué. Ainsi, du côté de l'Espagne, un peu trop de facilité en deuxième mi-temps. C'est vrai qu'on a joué, parfois on sentait qu'elles ne s'employaient pas à 100%. Et puis les relances, parfois on prend des risques quand même sur les relances parce qu'on veut jouer au sol à 100%, c'est-à-dire qu'on ne veut pas dégager le ballon très loin. Le Costa Rica n'a pas réussi à en profiter énormément, mais c'était pas forcément l'idée du siècle tout le temps. Du côté du Costa Rica, les joueuses du match, moi j'ai mis Daniela Solera, la gardienne, parce qu'elle a sauvé à plusieurs reprises la patrie, comme on dit, avec ses interventions. Donc là, elle a fait vraiment du très très bon boulot. Et puis Alvarado, la capitaine, qui je trouvais au milieu de terrain, n'apportait pas beaucoup au niveau des montées de balles et perdait souvent le ballon, Alvarado, sur les quelques ballons qu'elle a pu avoir. Et puis défensivement, c'était pas dingue non plus.
parce qu'on laissait, on laissait trop d'espace. Hein. C'est vrai que ça a été le gros problème du Costa Rica, c'est en première mi-temps. Elle laissait 2-3 secondes à chaque joueur espagnol pour faire son petit geste technique. Bon, voilà, Alvarado faisait partie de ces joueuses qui laissaient beaucoup trop de temps à des filles comme Hermoso, comme Paraluelo, comme Abalera. C'est des filles à qui il ne faut pas laisser du temps. Voilà. Ce qui fait qu'elles avaient vraiment tout le temps, Del Castillo aussi, pour mettre en place leur jeu. Donc c'est Alvarado qui prend, je dirais, aussi pour cette faillite un petit peu quand même collective de la part du Costa Rica, parce que ça a été un match compliqué. Du côté de l'Espagne, Teresa Abalera qui a fait un très bon match, je trouve offensivement. Elle a apporté énormément à l'équipe au niveau d'impact. Au niveau des gestes techniques aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de gestes techniques dans cette rencontre. Je trouve qu'avec Paraluelo, c'est deux filles qui ont fait vraiment une très bonne rencontre. Et puis en flop, j'ai mis Maria Rodriguez. Alors elle n'a quasiment pas été inquiétée du match, 3 tirs seulement. Mais je trouve que ses interventions n'étaient pas très nettes. Et surtout, je pense aux relances en fin de match qui étaient vraiment pas bonnes. Donc ça, c'est un truc qu'il va falloir régler. Parce que s'il y a bien un secteur où ça a été compliqué, c'est du côté de la gardienne de but. On passe au programme de demain. Alors comme je vous le disais, demain 4 matchs. Ça commence dès 3h du matin avec l'entrée en liste des États-Unis face au Vietnam pour le groupe E. On aura ensuite Zambie-Japon pour le groupe C, ça sera à 9h, ça sera sur France 3. Et puis à 11h30, Angleterre-Haïti sur W9 et Danemark-Chine à 14h. Bon, au niveau de cette troisième vidéo de cette Coupe du Monde, ça risque d'être compliqué. Tout simplement parce qu'il y a le Tour de France. J'ai d'autres trucs également personnels. Donc, il se peut que cette vidéo-là sorte très tard, voire qu'elle sorte dimanche matin, si je ne peux pas faire autrement. Et puis, surtout, du côté des rencontres, il se peut que je ne puisse pas regarder le match de 14h, parce que si ça commence à déclencher sur le Tour de France, je passerai naturellement sur le Tour de France, sachant que l'étape du Tour de France arrive plus tôt. Donc, il y a de grandes chances que je ne regarde pas Danemark-Chine, parce que le match est un petit peu tard. Il y aura peut-être Canada-Irlande qui sera dans cette situation-là, mais encore je crois que c'est un jour où il n'y a pas vraiment une grosse étape sur le Tour de France femmes. Mais voilà, et puis Panama-Jamaïque la semaine prochaine, parce que ça sera 14h30. Là aussi, j'aurai le même problème au niveau de cette rencontre. Voilà, il y a quelques matchs comme ça que je ne peux pas voir, notamment les matchs des États-Unis. C'est le souci, c'est que les matchs des États-Unis sont à 3h du matin, donc je pourrais voir que le dernier match des États-Unis. Voilà, les deux premiers étant beaucoup trop tôt, à part si j'arrive à les rattraper après coup. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rager un commentaire, à mettre un pouce bleu. Nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Cycliste, Formule 1, n'hésitez pas à vous abonner. À la prochaine sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!